vous avez l'art des définitions courtes qui vont à l'essentiel. Une nation, virgule, c'est un peuple qui devient le peuple avec un P majuscule. C'est un bon point de départ. C'est même mon point d'arrivée, parce que titrant mon livre dans le sillage, en effet, d'Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?», je me devais de répondre, en donnant ma réponse, qui n'engage bien sûr que moi, à cette question pour le lecteur. Et je ne l'ai pas fait patienter trop longtemps, parce que je n'attends pas la fin du livre pour proposer cette définition en 6 mots. Un peuple avec un petit p, ce qui veut dire une expérience historique qui peut remonter, entre guillemets, à la nuit des temps, ou qui peut être extrêmement récente. Est-ce que nous sommes en train de voir naître, par exemple, ou pas, un peuple néo-calédonien ? On verra. En revanche, on peut dire que le peuple français, a fortiori le peuple chinois, remonte extrêmement loin dans le temps. Ça n'en fait pas des nations. Ça en fait des communautés dont l'identité est essentiellement culturelle, fondée toujours, me semble-t-il, par une expérience politique fondatrice, qu'elle soit autonome ou imposée, par exemple, dans le cas d'une colonisation, car un État africain d'aujourd'hui, généralement, a vu ça, on peut mettre à part l'Égypte et l'Éthiopie, mais pour le reste, a vu ses frontières, a vu même son existence déterminée de l'extérieur par le colonisateur. Sauf que ça ne délégitime pas du tout l'hypothèse qu'actuellement, il se constitue sous nos yeux une nation sénégalaise ou une nation sud-africaine, bien que ce soit dans des cadres définis par des colonisateurs occidentaux. Donc vous avez un peuple avec un petit p, je commence ou presque par les barouillas chers à Maurice Godelier, c'est-à-dire que ceux qu'on a appelés pendant longtemps, je pense qu'on ose moins maintenant les appeler des tribus, ce sont en fait des peuples ayant, à partir de cette expérience politique commune, qui peut donc d'ailleurs être plus récente qu'on ne croit, les barouillas, c'est le XVIIIe siècle. Ils ont beau vivre, entre guillemets, à l'âge de pierre sur le plan technologique, ça ne remonte pas plus haut que le XVIIIe siècle occidental. Mais cette expérience politique commune produit quoi ? Produit une double symbolique qui est spécifique à chacun de ces peuples, à savoir ce qu'on appelle une religion, et par influence chrétienne, on a tendance à plaquer la notion de dogme sur la religion alors qu'il s'agit de rituel, ce qui définit effectivement la religion dans une perspective pré-chrétienne, et même un peu chrétienne, mais surtout pré-chrétienne, c'est une ritualisation, c'est la société qui se symbolise à travers des rites. D'ailleurs, les chrétiens le savent bien parce qu'ils ont eu quelques problèmes sur les rites, c'est pour ça qu'ils ont été persécutés, non pas parce qu'on voulait le mal des chrétiens, mais parce qu'ils refusaient de faire les rites. Bon. Et d'autre part, une langue qui peut être proche de la langue voisine, bien entendu, mais qui fait que l'expérience autrichienne n'est pas l'expérience allemande alors qu'ils ont la même langue, qui fait qu'en Suisse, il y a des alémaniques, mais aussi des Français, des Italiens, des Romanches. Donc il y a ça qui est à la base, ça ne fait pas une nation. Il faut qu'il y ait une révolution politique moderne, la grande révolution politique moderne, qui s'appelle la souveraineté populaire. Et ça émerge progressivement, d'accord ? Mais je vois déjà tout ça bien mis en place au XVIe siècle, dans une atmosphère où le protestantisme, coucou le revoilà, le protestantisme joue un rôle important, les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas. Au XVIIe siècle, la grande révolution politique moderne, c'est bien sûr la révolution anglaise, 1688, quand François Mitterrand a célébré en France, à juste titre, le bicentenaire de la Révolution française. Madame Thatcher, malicieusement, lui a fait remarquer que les Anglais avaient un siècle et un an d'avance, 1688, passons. Troisième révolution, la révolution américaine, qui elle est plus profondément démocratique que l'anglaise. L'anglaise est libérale, pas tellement démocratique, même si on met en avant quand même le peuple. Et toujours avec derrière la Bible. Pas oublier que le God Save the Queen, c'est même tout à fait ça, c'est-à-dire que le peuple anglais, c'est le peuple hébreu. Le peuple hébreu annonce le peuple anglais, un peu comme dans Nabucco de Verdi. Bon. Et puis, évidemment, la démocratie américaine. Et c'est pour ça qu'encore récemment, les Français avaient beaucoup de mal, en fait, ils ne réussissaient pas, à comprendre le système politique américain, comprendre pourquoi ce n'était pas un vote populaire comme en France depuis 1962-65, pourquoi il y avait des grands électeurs, etc. C'est que nous avons du mal à comprendre que ce sont des États unis. Comme si on disait les France, ce ne sera pas la même chose que la France. On dit la France, mais on dit les États-Unis, comme on disait les Provinces-Unies. Donc c'est une révolution démocratique, fédérale, et s'il y a bien un mot que les Français ne comprendront jamais, c'est fédéralisme. D'ailleurs, quand les Jacobins ont voulu liquider les Girondins, ils ont dit « vous êtes fédéralistes ». Ça ne marche pas, le fédéralisme en France, pour l'instant. En Allemagne, oui. Allemagne fédérale. Regardez la pandémie à l'heure actuelle. Là aussi, on découvre que Mme Merkel, elle n'est pas maîtresse du jeu, il y a les Länder. Bon.
Donc, révolution américaine, et enfin la quatrième révolution, la révolution française. La différence est fondamentale, et elle est tout à fait d'actualité quand je sortirai le mot qui fâche. Les trois premières révolutions sont protestantes. Elles sont adossées à leur religion. La religion, c'est leur énergie. La quatrième révolution, la française, elle ne peut pas s'adosser au catholicisme qui refuse les valeurs libérales. Entre parenthèses, quand on voit la teneur, que je reproduis dans le livre, des condamnations par les papes, donc structure centraliste, hiérarchisée, la parole du pape, c'est représentatif de la parole catholique. Voilà, on n'est pas catholique à ce moment-là, on devient protestant ou orthodoxe. La condamnation par les papes des droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits humains maintenant, la liberté d'expression, on se dit qu'on est devant des intégrismes qui font penser à des intégrismes, par exemple, islamiques d'aujourd'hui. Eh bien, l'Église catholique, elle a évolué pour diverses raisons. Je ne suis pas en train de dire que l'islam va évoluer de la même façon, mais enfin, quand même, c'était le divorce intégral. Donc la Révolution française a été obligée de se construire contre l'Église catholique et non pas avec, comme les Américains, les Anglais et évidemment les Néerlandais, et ça a accouché du mot laïcité. Pourquoi est-ce que, par rapport aux trois premières révolutions fondatrices du monde moderne, pour moi, il n'y en a que 4, il n'y en a pas 5 ou 6, pourquoi est-ce que la laïcité apparaît en France? Parce qu'il y a un problème avec la religion catholique. Et que du coup, il y a à la fois une volonté substitutive, anticléricalisme, voire déchristianisation, ce qu'on ne connaît pas aux États-Unis, évidemment, imaginez, ni bien sûr en Angleterre, et d'autre part, volonté de substitut. On peut dire que l'intellectuel prend peu à peu, dans le modèle français, la place du clerc. Enfin, d'ailleurs, Julien Benda parlait de la trahison des clercs, donc la métaphore était déjà présente dans le débat dans l'entre-deux-guerres. Et là, je crois que nous avons plusieurs modèles politiques. Chaque nation accouche de ce modèle. Et ensuite, ça poursuit sur son aire. Au XXe siècle, la grande révolution est anti-nationale. C'est la révolution d'octobre, qui crée l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est grandiose comme projet, c'est grandiose. Ça consiste à dire, la planète, un jour, sera une union de républiques socialistes soviétiques. Ce n'est pas géographique. Eh bien, cette expérience considérable, finalement, s'est refermée avec la chute du mur. Donc, le XXe siècle a proposé une solution anationale, mais le national, lui, a résisté. Quand, dans ma jeunesse, j'entendais parler de FLN, je ne prenais peut-être pas au sérieux le N. Quand, dans mon adolescence, j'entendais parler du Vietnam, de la juste lutte du peuple vietnamien, il y avait le FNL, Front National de Libération du Vietnam, on ne prenait pas au sérieux, surtout quand on était marxiste-léniniste, le N, on avait bien tort. Le national avait survécu à la Révolution d'octobre, à la décolonisation qui, au fond, faisait advenir des nations à l'état d'État-nation. Et sous nos yeux, en ce moment, nous avons le Kurdistan, l'Écosse, la Nouvelle-Calédonie, bien sûr la Catalogne, etc., etc. Nous avons aussi des nations, d'ailleurs, qui sont rayées de la carte. Car les Ouïghours, à mon avis, leur heure est déjà passée. Oui. Donc, le national est plus que jamais présent, ça c'est évident. Ça fait 50 ans que vous réfléchissez à ces questions, à la nation, c'est ce que vous dites au début de votre livre. Alors, vous avez dû creuser plus que d'autres la différence entre ce qu'on appelle le national et le nationalisme. Et j'essaye de faire un sort à cette distinction dans le livre, vous l'avez vu Philippe. Donc, en effet, c'est une vieille préoccupation. 30-40 ans de séminaires, de réflexion, de confrontation et plus de 2 ans d'écriture. Mais 2 ans d'écriture, c'est rien. Bon, c'est tout ce qui précède qui compte. National-nationalisme, tout simplement parce que, pour moi, tout ce que je viens de décrire, c'est l'émergence du souci du national. En France, symboliquement, 17 juin 1789, l'autoproclamation d'une Assemblée nationale. Bon. Mais je le répète, à travers le monde, l'Amérique latine qui va suivre, bien sûr l'Europe centrale et orientale, l'Afrique, l'Asie. Bon. Le nationalisme, c'est autre chose. D'abord, le terme apparaît à propos de la réalité française de la fin du XIXe siècle, quand, en fait, l'État national français est bien installé, sous sa forme d'ailleurs républicaine, et qu'au fond, il y a une sorte d'inquiétude au sein d'une forme de droite, devant le fait que désormais, on ne peut plus s'attacher à la tradition antinationale, prénationale, anationale, dynastique. Ça ne peut plus fonctionner.
Entre parenthèses, nous avons aujourd'hui quelques broutilles d'États qui fonctionnent comme ça, à commencer par l'Arabie saoudite, comme son nom l'indique, où là on est dans la logique de la dynastie d'Ancien Régime, l'ancien empire ottoman, qui va passer au national quand il vient Turquie avec Mustafa Kemal, par exemple. Donc, vrai problème pour cette droite, qui comprend bien qu'elle va être condamnée à l'exil intérieur permanent, et dont les éléments les plus dynamiques comprennent, j'allais dire presque soudain, que c'est très important de récupérer le national au profit de valeurs vitalistes, inégalitaires, etc. de droite, mais en transformant la nation ouverte en une nation fermée. C'est-à-dire que le nationalisme, c'est le rapatriement du national comme élément de clivage à l'intérieur du pays. Maintenant que vous avez réglé votre problème, qu'on sait que vous êtes un État national allemand, français, italien, etc., eh bien, on va quand même maintenant distinguer les bons nationaux des autres. Et les mauvais nationaux sont les juifs, les francs-maçons, les métèques, Bon. Et là, le nationalisme naît. Et il reçoit, du coup, l'apport de voix des classes populaires qui avaient fait généralement le choix du national et qui peuvent, à ce moment-là, accompagner vers la droite, parfois vers l'extrême droite, cette petite révolution nationale qu'on leur offre sur un plateau. Ça donnera le boulangisme. La France a inventé beaucoup de choses. Elle a inventé, à mon sens, la démocratie autoritaire moderne, ça s'appelle Napoléon Bonaparte, relayé par son neveu, Napoléon III. Elle a inventé peu de temps après une nouvelle forme de bonapartisme, mais vraiment modernisée, qui est le boulangisme. Or, le boulangisme, qui utilise déjà le terme nationalisme et nationalisme, puisque Maurice Barrès est un boulangiste et que c'est lui qui va populariser le terme nationalisme, c'est la convergence d'éléments qui viennent d'une droite modernisatrice, est en train de se moderniser, d'une droite légitimiste, mais qui a compris qu'il faut ressaisir les classes populaires, qui est tout à fait pour le suffrage universel, par exemple, parce que le peuple saint, c'est celui qui la soutiendra contre la bourgeoisie voltairienne, etc. Et une partie qui vient de la gauche, y compris des communards. Et tout ça, ça fait le boulangisme. Et le nationalisme, désormais, pourra régulièrement, c'est ce qu'on a appelé parfois populisme à l'époque la plus récente, récupérer ces différents éléments. Donc je ne confonds pas du tout le national et le nationalisme, certes pas. On aurait pu croire que la globalisation, disons, non pas mettrait à mal, mais disons freinerait les différents mouvements nationaux, disons, dans le monde. Or, ce n'est pas le cas. Première remarque. Et deuxième remarque, il semblerait que sur la construction européenne, que l'on en soit encore à s'écharper sur une Europe fédérale ou une Europe des nations, qu'on ait du mal à reconnaître une certaine forme de désintégration européenne. Ça participe de quoi par rapport à notre sujet qui est la nation Alors, en ce qui concerne la mondialisation, terme qui fait florès depuis assez peu de temps quand même, je pense que c'est une réflexion qui a pris le relais de l'échec de l'internationalisme, dont avait été porteuse la Révolution d'octobre, bien entendu, d'autres révolutions, mais qui étaient plus ou moins déterminées par le précédent d'octobre, jusqu'à Cuba ou tel autre. Clairement, cet internationalisme a échoué sous sa forme, en tous les cas léniniste, ça c'est une chose. En revanche, tous les observateurs de l'économie, de la culture, plus modérément du politique, pouvaient conclure qu'il y avait un phénomène de mondialisation dont certains faisaient remonter l'origine à la nuit des temps, là aussi, mais qui s'accélère incontestablement. Il n'est pas niable qu'il y a une mondialisation qui s'accélère sous nos yeux sur le plan technologique, économique et culturel. Ça ne fait pas avancer d'un millimètre le mondialisme. L'ONU n'est évidemment pas la structure d'accueil du mondialisme. Peut-être que certains l'ont rêvé, mais ça ne s'est pas produit. L'ONU réunit des États, contrairement à ce que son nom le laisse entendre. C'est une organisation des États-Unis, en fait. Deuxièmement, nous avons à la surface de la Terre une seule. Il n'y en a pas deux. On ne peut pas m'en trouver une deuxième. Une seule expérience supranationale, comme disait le général de Gaulle. C'est l'Union européenne. Vous constaterez, Philippe, qu'en 2005, on a beaucoup parlé de Valéry Giscard d'Estaing ces temps-ci, à l'occasion de sa mort, qu'en 2005, par référendum, la nation se plébiscite de tous les jours, non pas Renan, par référendum, le peuple français a été le premier à refuser la Constitution européenne, élaborée en particulier sous l'égide de Valéry Giscard d'Estaing. Peu de temps après, d'ailleurs il a été suivi quelques jours après par les Pays-Bas,
comme par hasard. Et puis après, tout s'est effiloché, parce que même si les autres pays acceptaient la Constitution, il fallait une unanimité. Bon. À mon avis, ça annonce le Brexit. C'est-à-dire que nous entrons dans une autre époque où l'Union européenne est désormais sur la défensive, alors qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, tout était au vert. Oui. Ouais, les indicateurs étaient au vert. Maintenant, ils sont au rouge. Et franchement, le Brexit, c'est un précédent très inquiétant pour l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne n'ait pas des ressources, et ça ne veut pas dire que cette logique supranationale ne finisse pas par triompher un jour. Ernest Renan lui-même, que ceux qui n'ont pas lu... Oui, ceux qui n'ont pas lu Ernest Renan se disent, vaguement d'ailleurs, ils s'en fichent en général, je pense, de Renan, ils doivent se dire, oh, il écrivait vers 1881, dans la Troisième République, donc, quand on considère facilement comme un peu chauvine, tricolore, cocorico, ça devait être un texte chauvin. Pas du tout. Il est le premier, lui, qui défend évidemment patriotiquement la France, à dire « Les nations, un jour, mourront ». Il est vraiment prophète, ça n'a pas été vérifié. La Confédération européenne, c'est son expression, probablement les remplacera. En 1882, dans cette fameuse conférence de la Sorbonne, qu'il avait d'ailleurs testé à l'étranger aux Pays-Bas, ce qu'on ne sait pas, en 1877 pour l'anniversaire de Spinoza, Renan était beaucoup plus optimiste que nous. En ce moment, on ne pourrait pas dire la Confédération européenne, c'est pour demain. Franchement pas. Donc, le national fleurit. Le mondialisme n'avance pas d'un millimètre. La nation a donc de beaux jours devant elle ? Pour l'instant, oui. C'est presque ma conclusion. Et ce n'est pas la pandémie de 2020 qui me démentira, car qu'on considère ça comme une catastrophe, comme une chose bien triste, ou que, presque en ricanant, eh bien c'est ainsi, c'est l'égoïsme national, nous avons assisté à un festival de chacun pour soi. Mais quand je dis chacun pour soi, ça paraît péjoratif. Non, c'est-à-dire que les politiques face à la pandémie ont été incroyablement nationales. Alors bien entendu, en ce qui concerne les conséquences économiques de la pandémie, on sent bien que l'Union européenne essaye, avec ses différentes institutions qui sont quand même encore très efficaces, de resserrer cette solidarité. Aux dernières nouvelles, les pays qui traînaient des pieds comme la Pologne ou la Hongrie rentreraient dans le giron. Mais c'est quand même une très sérieuse épreuve. Et d'ailleurs, si on prend au sérieux la mondialisation sanitaire, par exemple, si on prend au sérieux la prophétie écologiste, on peut se dire que qu'est-ce que va peser l'Union européenne dans la perspective d'un cataclysme, d'une, disons, collapsologique, qui serait évidemment mondial. La pauvre Union européenne dans tout ça. Dans votre livre, vous abordez quasiment tous les pays, dont vous observez de près les voies d'accession au national, aussi bien dans les anciens pays colonisés que dans les pays de l'ex-Europe de l'Est ou qui étaient sous l'emprise de l'URSS. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ces modes d'accession nationale, et est-ce qu'il y a une spécificité justement des anciens pays colonisés ? Alors, je profite de l'occasion dans ce livre pour rappeler que le terme décolonisation est équivoque. Dans ma jeunesse, et encore aujourd'hui un peu partout, je pense, on assimilait la période de la décolonisation avec un grand D à la seconde moitié du XXe siècle, avec comme précédent, par exemple, Inde et Pakistan, et puis assez vite la décolonisation des anciennes colonies effectivement d'Afrique, voire d'Asie, alors qu'en amont, les États-Unis sont déjà une puissance qui se crée au prix d'une guerre de décolonisation face à une métropole, que l'Amérique latine, évidemment, c'est évidemment une série dès les années 1810, c'est assez rapide par rapport à la Révolution américaine, avec un modèle français et américain d'ailleurs derrière. Regardez ce qui se passe au Mexique, etc. Vous avez des anciens, même Bolivar, sont des gens qui sont des sympathisants et de la Révolution américaine et de la Révolution française. Et puis, après la grande période de décolonisation de la seconde moitié du XXe siècle dont je viens de parler, vous avez ce qu'on pourrait appeler la décolonisation des pays d'Asie centrale, qui ont été d'ailleurs délimités par l'Union soviétique et qui accèdent à l'indépendance, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, etc. Et le mouvement se poursuit de façon maintenant un peu périphérique. Donc il y a des modes d'accession de toutes sortes, mais le mode décolonisateur est un des plus efficaces. Et bien entendu, ça permet de comprendre pourquoi en Afrique subsaharienne, on ait des États de nationalisation inégaux. Oui. J'ai cité tout à l'heure le cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud.
je m'interrogerai plus sur la question du Sud-Soudan. Mais après tout, le Sud-Soudan, c'est le dernier État qui a été admis, sauf erreur, 193e à l'ONU. À l'ONU, il y a à peu près 189-190 États-nations, entre parenthèses. Les exceptions étant, en effet, l'Arabie Saoudite, peut-être Oman, les Émirats Arabes Unis, c'est à peu près tout, hein, parce que la Corée du Nord n'est plus du tout marxiste-léniniste, c'est du nationalisme coréen intégral. L'Iran actuel, moi je me suis obligé à lire le préambule de la Constitution de la République islamique d'Iran. C'est extraordinaire, mais c'est du pur siècle des Lumières, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est le peuple iranien qui était consulté par référendum. Enfin bon. Donc, partout ce processus, mais évidemment inégalement avancé. Vous imaginez bien que, encore aujourd'hui, définir une identité du Niger par rapport au Mali, bon, oui, mais bon. Mais où est le problème? C'est-à-dire que moi, je me livre à quelques exercices. Par exemple, il y a un petit pays, lui-même s'appelle ironiquement petit pays, que j'aime bien parce qu'il coche plusieurs cases, c'est le Luxembourg. Évidemment, du point de vue d'une grande nation comme l'Allemagne ou la France, même la Belgique, le Luxembourg, ça n'existe pas. En plus, c'est un coffre-fort, donc c'est très antipathique. Mais non, le Luxembourg est un pays qui, depuis le 19e siècle, il est apparu pour des raisons complètement contingentes, presque absurdes, a renforcé son identité. Il a été 2 fois occupé par les Allemands. Aujourd'hui, la langue luxembourgeoise est plus parlée qu'il y a 50 ans. Ah oui? Et oui. Et vous avez 48% d'étrangers au Luxembourg. Est-ce que vous avez entendu dire que c'était un pays qui allait éclater? Non. Donc, voilà. Alors, vous me direz, être l'un des pays les plus riches du monde, ça aide. Mais voilà. En revanche, on peut se faire du souci pour l'Irak, ou j'allais dire, et ça paraît étrange, pour la Belgique. Ça, évidemment, l'identité belge est fortement secouée depuis, disons, un demi-siècle. Évidemment, il y a des nationalités qui sont en train de disparaître sous nos yeux. Les Ouïghours, les Tibétains sont très menacés. Donc, le modèle de l'accession nationale n'est pas universel, il n'est pas certain d'aboutir. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où ira la Catalogne, l'Écosse, la Nouvelle-Calédonie et le reste. Hein. Bien entendu, qu'en sera-t-il de la Corse? Bon, dans l'ensemble, le modèle est reproduit avec des spécificités qui tiennent à l'ancienneté ou pas d'une expérience étatique antérieure, qui tiennent à la nature de la culture religieuse dominante, des rapports géopolitiques. Évidemment, il y a une tragédie sous nos yeux. Il y a une grande tragédie au début de la décolonisation qui s'appelle la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Pourquoi est-ce que c'est une tragédie et pas un drame? Parce que les 2 interlocuteurs, Mohamed Ali Jinnah et Nehru, si vous voulez, ne sont pas sur le même plan. Ah oui. Donc ils ne peuvent pas s'entendre. Il y en a un qui dit « Nous sommes tous indiens ». Pas de différence de religion, c'est le parti du Congrès. Pendant longtemps, le chef de l'État indien était musulman par principe. Non, c'était symbolique. Mais enfin. Et puis en face, vous avez Mohamed Ali Jinnah, vous avez la Ligue musulmane qui dit « Ah ben, on a compris, vous allez être nos dominants, nous serons toujours minoritaires, donc nous faisons dissidence. » C'est tragique. Et la grande tragédie actuelle, c'est Israël-Palestine. Et le mouvement national palestinien s'est construit en miroir du mouvement sioniste, hein, y compris dans un exil. Puisque le sionisme est né en exil, l'exil, ce sont les camps palestiniens au Liban ou en Jordanie. Hein. C'est tragique. C'est tragique parce qu'on sent bien que c'est extrêmement difficile de concilier les 2 points de vue. Mais en tous les cas, pour ma préoccupation qui est celle de la survie du national, c'est bien la preuve que le national est une ressource aujourd'hui, y compris dans des formes nationalistes, comme dans la plupart des mouvements populistes. Vous aurez observé, Philippe, que les mouvements dits populistes aujourd'hui sont nationalistes. Ils sont protectionnistes, ils sont souverainistes, ils sont plein de choses comme ça. Mais national et souverainisme, c'est pas forcément contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. Mais dans le modèle populiste, vous avez aussi du souverainisme. Ah, c'est ça que je veux dire. Hein. Bien entendu, après les frontières sont subtiles. Je pense que les formes les plus radicales de populisme se situent plutôt dans des pays qui ont en effet peut-être un problème d'identité réglé. Les pays d'Europe orientale, par exemple. Il est certain que la Hongrie ou la Pologne sont des pays dont l'histoire du XXe siècle est, là, pour le coup, aussi tragique. Comme par hasard, ce sont des pays qui, actuellement, continuent à adopter une solution nationaliste fermée, islamophobe, enfin. Mais ce qui est impressionnant pour un historien, c'est de voir comment en ce moment le chancelier autrichien et le président turc se répondent comme si c'était respectivement un sultan ottoman et un empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Pascal Horry,
si je me mets à crier devant ma glace le matin le cri de Valmy, vive la nation, comment savoir à un quidam qui me regarderait en disant il est sonné celui-là, que je suis du côté du national ou du nationalisme? Parce que vive la nation, ça peut marcher des deux côtés. Peut-être faudrait-il effectivement distinguer vive la nation d'autres cris. Si je dis vive la France, c'est pas tout à fait peut-être la même chose. Si je dis vive la patrie, vous voyez. Donc je pense que la nation, entre guillemets, vient de gauche. La nation est fondée sur l'idée d'une souveraineté populaire. La nation, alors là, évidemment, je poursuis sur des hypothèses qui ne peuvent ne pas être partagées, est intégratrice et non pas clivante. Et alors, je pense que les États-nations qui fonctionnent relativement bien, et il y en a beaucoup quand même la majorité, sont des États intégrateurs, qui continuent à être des machines à intégrer. Mais bien entendu, dans toute société politique, même à l'époque de l'Ancien Régime où les éléments de clivage et de dislocation étaient différents, c'est une course-poursuite entre les éléments d'intégration et les éléments de désintégration. Donc je ne suis pas prophète. Je vois qu'un pays comme la France, parlons de ce cher et vieux pays, comme le disait Général de Gaulle, est encore tout à fait, me semble-t-il, capable d'intégrer. Mais on peut s'inquiéter sur des signes divers et variés. C'est aussi une interprétation de ces signes. J'ai enseigné pendant très longtemps dans l'enseignement supérieur. J'ai quand même vu passer plusieurs générations d'étudiants issus de l'immigration. Alors, on peut dire oui, mais c'est pas représentatif. Oui. Par exemple, je trouve très sympathique de voir que, effectivement, quand il s'agissait d'étudiants de culture maghrébine, il y avait une majorité de filles. Non, c'était un signe. Voilà. Donc, c'était deux problèmes qui essayaient de se résoudre. Un qui était d'intégration générale, d'autre part, de lutte contre peut-être un sexisme trop accentué dans la culture originelle. Mais en tous les cas, il y avait une solution qui était, alors ça c'est typiquement français, le système scolaire. Où en est le système scolaire aujourd'hui? Je pense qu'il était très important de réagir face à l'assassinat de Samuel Paty. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'en France, on croit encore à l'école. Je pense qu'on y croit moins qu'avant. Ça, c'est tout à fait évident. Et qu'en particulier chez mes collègues ou confrères enseignants, on y croit moins. C'est ça qui m'inquiéterait un peu. Mais on y croit moins sans doute parce qu'on croit quand même moins aux ressources de ce pays. Et je pense que la France est un pays qui a des ressources, qui a joué un rôle important dans l'histoire de la nation, que ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que d'ailleurs il héritait d'un passé pré-national dont il a su faire le tri, mais dont il a su conserver des éléments d'universalisme quand même. L'universalisme, d'une certaine façon, du XVIIIe siècle, c'était peut-être une manière de symboliser, de sublimer à la fois le catholicisme qui était grosso modo en train de se diluer quand même. On ne peut pas nier qu'il y a eu déchristianisation, donc décatholicisation progressive depuis au moins le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et sans vraiment s'arrêter. Car je crois plutôt d'ailleurs, en général, au retour du religieux qu'au retour à la religion. C'est-à-dire que parfois le religieux n'avait pas autant disparu qu'on le croyait, surtout dans certains pays. Mais dans le cas de la France, le processus, à mon avis, s'est poursuivi. Et d'autre part, ce mouvement d'universalisme du XVIIIe siècle était lié au fait qu'on mettait beaucoup l'accent sur les capacités d'abord de l'État, qui était l'État monarchique, ensuite l'État républicain, et de ce que j'appellerais la culture, là on rejoint notre discussion antérieure, pour être des éléments d'intégration, en effet, dans tous les sens du mot. La France y a beaucoup cru, d'autres pays ont beaucoup plus cru à l'économie. Un ami belge m'avait dit, mais il faut voir fondamentalement que ce qui a fait, après la crise du catholicisme, le maintien d'unité de la Belgique, c'est son économie. Bon, la France ne répondra jamais ça. Voilà, ça vient d'ailleurs. Eh bien, essayons de faire en sorte que ce soit des atouts et non pas des contraintes, des handicaps, que ça nous fasse trébucher. Il faut que ce qui nous a permis jadis de rebondir, bon, 1940 est quand même un bel exemple de rebondissement, mais il n'y a pas que lui. La fondation de la Troisième République aussi, même 1848, ça a été une forme de rebondissement. Nous avons réussi en France à nous sortir de situations absolument dramatiques, à mon avis plus dramatiques que les situations actuelles. Je pense donc qu'en nous adossant à cette histoire proprement nationale, nous avons encore
les meilleurs atouts.